Bonjour à tous. Alors pour commencer, on va commencer à parler un peu d'activité biologique. L'activité biologique, vous avez vu, beaucoup de monde en parle, certains la voient et très peu en mesure. Et puis donc nous, au sein du CERA, dans l'unité où on travaille, on fait des mesures d'activité biologique en routine. Donc on a développé des méthodes et on applique des méthodes d'autres, mais justement pour gérer l'activité biologique. Alors je vais commencer par quelques petits rappels. D'abord un sol, on dit toujours que les sols sont vivants ou morts, appellation que je n'aime pas parce que les sols ne sont jamais tout à fait morts, mais vous y trouvez plein de choses. Des sols qui sont ici, qui vont des bactéries, des champignons, jusqu'aux vertébrés, les lombriques, les arthropodes, les nématodes et plein d'autres choses. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, sous nos pieds, dans une terre, on a des quantités très élevées de micro-organismes. Vous avez par exemple les bactéries, champignons, actinomycètes et tous les autres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la masse que ça représente à l'hectare. Ça représente plusieurs tonnes à l'hectare. Et des collègues français ont estimé que ça représentait entre 6 à 10 UGB hectare. Donc, il faut se rendre compte que sur un hectare, alors qu'on parle parfois en nombre de vaches à l'hectare, là, on a 6 à 10 UGB. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment très élevé et qui travaille pour nous en plus. Alors, voilà un peu comment ça se passe. Donc, le sol, c'est pas un milieu fermé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des petits agrégats où on trouve des particules grosses du sable, des petites particules, de la porosité ou de l'absence de porosité. Donc on peut avoir dans un sol à la fois tout cet assemblage, des conditions qui seront tantôt avec de l'air, tantôt sans air, tantôt trop petites, tantôt trop grandes, parfois de la matière organique, et ça fonctionne de manière assez importante. Alors ici c'est une photo, enfin une illustration, où on voit à la fois l'importance de la texture et de la structure. Vous avez ici une particule de sable, c'est très grand. Alors vous voyez que quand il y a beaucoup de sable, seuls les champignons et les grosses structures peuvent se développer. Vous avez à l'inverse les cibles qui sont en fait des bidons. Et alors vous avez encore une particule d'argile. Et puis vous voyez, les champignons c'est très grand, les actinomycètes c'est des bactéries filamenteuses, on en trouve beaucoup dans les composts notamment. Et puis vous avez les bactéries. Et donc en fonction de la texture du sol, la taille des agrégats, on va avoir différentes populations. Et ça explique pourquoi, dans un sol, ou de toute façon le type de sol et la structure, on a des populations bactériennes différentes. Alors, toujours dire une chose, c'est que dans le sol, les conditions elles ne sont pas stables, elles fluctuent tout le temps. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que à la fois la température, l'humidité ou la sécheresse, l'aération, les apports nutritifs. Les apports nutritifs, c'est à la fois les apports directs, mais c'est aussi les résidus de culture. Donc c'est des choses qui fluctuent tout le temps de l'année. Je prends l'exemple des feuilles mortes, elles tombent qu'à un moment donné. Et donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le sol, toutes ces bactéries, ces champignons qui sont présents, quand les conditions ne leur conviennent pas, eh bien ils vont se mettre en hibernation. Ça c'est vraiment quelque chose de typique dans un sol, c'est qu'on peut avoir des spores qui sont un peu l'équivalent des semences, et ça peut subsister très longtemps. Et dès que les conditions deviennent convenables, hop, ils se réveillent et ils travaillent. C'est comme ça que ça se passe, et qu'on peut par exemple constater qu'en sortie d'hiver, alors que quand le sol est très gelé, mais forcément il n'y a pas d'activité biologique, quand le sol commence à se réchauffer, le sol recommence à travailler. Donc cette succession de cycles, de cette capacité à se développer est intéressante. Alors voilà un peu quelques exemples aussi où l'activité biologique et les micro-organismes sont très importants. La première chose que l'on pense, c'est la rhizosphère. Les racines de nos plantes, elles ont toutes un peu à leur surface des bactéries, des champs qui se développent essentiellement de bactéries. Les plantes, elles vont jusqu'à rejeter par leurs racines ce qu'on appelle des axulas pour créer des synergies. Et ça explique que tout le long, on a des bactéries. C'est un peu comme un second tube digestif. Il y a des bactéries qui sont le long, elles vont permettre d'avoir accès à certaines substances nutritives. Et à l'inverse, elles peuvent aussi jouer un rôle protecteur. Quand un parasite pathogène s'amène, la rhizosphère peut servir de barrière. Il y a des plantes qui vont jusqu'à excréter 20 ou 30% du carbone qui est fixé par la photosynthèse. Donc ça veut dire qu'elles y trouvent un équilibre. Un autre exemple, c'est aussi les mycorhizes. Donc les mycorhizes, c'est une association entre une plante et un champignon. On a ici deux belles photos. L'avantage pour les plantes, c'est ce qu'il est, mais que la racine, elle va pouvoir explorer une zone de sol bien plus importante. Et parmi les plantes qui mycorhizent, qui sont intéressantes, il y a la phacélie. On parlait là tout de suite, Daniel posait la question par rapport à quelle culture mettre au niveau des cypants. La phacélie,
C'est une plante qui, par ses mycorhizes, peut à la fois coloniser une grande partie de la surface de la Terre, mais ces mycorhizes sont aussi très agressifs pour la mobilisation du phosphore. Et donc, dans une rotation culturelle, le fait de mettre des plantes avec une mycorhize, pas des mycorhizes, mais qui sont agressifs, notamment au niveau du phosphore, vont remettre à disposition du phosphore pour toute une partie de la rotation. C'est une des raisons qui poussent dans les associations et qui sont une partie du résultat aussi de certaines associations en bio, par exemple. Donc là, plutôt que de mettre des engrais, on met des plantes qui vont, par différents mécanismes, s'associer ici à des mycorhizes, mais il y a d'autres mécanismes, et ça va remobiliser des éléments nutritifs. Autre exemple aussi, mais vous voyez tous, c'est les légumineuses, les caneosités, il y a aussi des azotobactères. Ça, c'est aussi une règle très simple. Donc là, le blanc, c'est 2% de bio d'azote par pourcentage de recouvrement jusqu'à 50%. Le violet, c'est le double. Et si vous prenez la jaune, là, vous avez une usine à fixer l'azote du sol. Et on peut fixer des quantités annuelles de 250 kg. Donc ça, c'est vraiment un truc très important. Une autre chose aussi, sur laquelle il est important de souligner, c'est que parfois les pathogènes dans le sol, ils subsistent sur les résidus de culture qui ne sont pas décomposés. Si je prends le cas des chaumes par exemple, eh bien, les sols qui n'ont pas d'activité biologique, les résidus restent d'une année à l'autre, et alors le champignon pathogène, il reste d'une année à l'autre. Par contre, si j'ai un sol qui a une bonne activité biologique, les chaumes vont se décomposer, et on appelle cet effet les sols suppresseurs. Donc en fait, on supprime le vecteur de subsistance du pathogène. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très utile et très intéressant. Encore une autre chose, alors là, c'est vraiment des chouettes photos parce qu'on ne voit pas ça souvent, mais en fait, ce qui est amusant à voir, c'est que dans le sol, on trouve aussi des champignons nématophages. On a parfois des problèmes de nématodes dans certaines cultures. Et voilà deux exemples précis où on a un champignon, il se fixe sur le nématode, il passe à travers pour perforer le nématode et puis il va le pomper et le tuer. Ici encore un bel exemple. Ici c'est un rhizotonia qui est parasité par un champignon nématophage. Et on voit vraiment que ce genre de choses est intéressant. Donc ça aussi c'est des phénomènes qui se déroulent dans le sol. Et quand on a une bonne activité biologique dans le sol, ben on a ce genre de phénomène intéressant. Il est évident que si vous mettez beaucoup de fongicides, vous aurez peu de mycorhizes et vous aurez peu de champignons nématophages. D'ailleurs, une illustration très simple, c'est que au CRA, où mes collègues, ceux des terres qui ne sont pas en bio, avaient fait des suivis de 6 ans après un escourgeon. Une partie du champ avait été traitée avec un fongicide et après une partie non. Et sur la partie où il n'y avait pas de fongicide, les facilités étaient très grandes et de l'autre côté pas du tout. Et donc là, on se rend compte que c'est l'effet sur la mycorhize qui a fait, parce que la facélie, elle n'est pas touchée par le fongicide. Et donc c'est la mycorhize qui a été touchée. Et donc on voit très clairement qu'un sol avec une bonne activité biologique, ben, ça rend énormément de services. Alors une autre chose qui est très importante aussi en termes de fertilité, c'est évidemment le cycle d'azote et la nitrification. Alors dans la nitrification, il y a le fait que à partir de différentes sources, on a de l'ammoniac, du nitrite et puis du nitrate. La modification, elle n'est pas très dépendante de la température. Il y a beaucoup de bactéries, de champignons qui sont capables de transformer les résidus organiques, enfin l'azote des résidus organiques en ammoniac. Et puis la partie qui va aller vers la nitrification, ben, il faut des températures plus élevées. Et là, la température est un facteur plus limitant. Alors, deux autres facteurs, c'est lesquels les micro-organismes jouent aussi un rôle important, c'est qu'ils sont capables de fabriquer, à partir de composés qu'ils digèrent ou des celluloses, des nouveaux composés, comme des composés de type humus. Et puis un rôle très important, on a parlé avant avec Maxime beaucoup de structures, eh ben, les champignons en particulier, ils fabriquent ce qu'on appelle des cols. Donc ils fabriquent des polysaccharides qui vont coller les particules de sol entre elles, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir ces agrégats. Donc le rôle des polysaccharides d'origine microbienne dans la formation des agrégats est quelque chose qui est fondamental. C'est un peu le ciment qui permet de coller les différentes particules de sable, de limon, d'argile entre elles et donner cette structure crémeuse qu'on rencontre. Donc là aussi, il y a un rôle très très important.